Commençons le tout. Merci d'être présente ce soir, malgré la clarté encore qui nous invite à prendre une marche. Merci d'être là, c'est très apprécié. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Émilie, je suis membre d'Alternative socialiste et j'habite Montréal. Je suis aussi travailleuse en résidence pour personnes âgées. Puis ce soir, je vais animer la rencontre sur le 150e de la Commune de Paris. Je vous fais ça vite fait. C'est organisé ce soir par Alternative socialiste et le comité étudiant socialiste de l'UQAM. Donc, on a autour de l'écran ici ce soir des membres des deux organisations. Alternative socialiste, on est aussi membre d'une internationale, donc l'internationale socialiste alternative, je pense que je l'ai dit en anglais, mais le site Internet vous sera mis dans le chat, vous resterez à l'affût de ça pendant la soirée. Ce soir, l'objectif, c'est vraiment de passer un peu au travers des grandes lignes chronologiques de la Commune de Paris, mais surtout au-delà de ça, ça va être d'en tirer les leçons. Qu'est-ce que 150 ans plus tard, on peut encore retirer comme apprentissage de cette expérience-là? Et donc, c'est pas pour rien qu'on fait ça un 18 mars. C'est vraiment une marque, le Charles pourra sûrement nous en parler plus, mais c'est une date importante dans l'histoire de la Commune de Paris. Et on a aussi, il va y avoir un petit volet sur le rôle des femmes. Donc, justement, vu qu'on est en mars aussi, on souhaitait mettre de l'avant le rôle que les femmes ont eu dans la commune, qui est vraiment pas très souvent partagé et raconté non plus comme histoire. Donc, Charles va en faire, je vous présente Charles déjà. Charles est aussi membre, coordonnateur du comité étudiant socialiste, membre d'Alternative socialiste aussi. Il étudie l'histoire. C'est un de nos historiens maison, comme on aime bien le dire. Donc, Charles est spécialisé justement en histoire républicaine française également. Charles fera une présentation environ peut-être un 35 minutes environ. Puis après ça, ça va être un temps pour échanger si vous avez des questions à poser, d'approfondissement, des ajouts à faire, mais aussi, comme je vous disais au début, c'est surtout aussi de faire le lien avec aujourd'hui, avec les luttes actuelles, puis qu'est-ce qu'on peut en tirer. Fait que si vous avez des interventions à faire en ce sens-là, vous pourrez. On prendra, selon comment on file et tout ça, on se prendra au moins une bonne heure là, de discussion pour aller au fond du sujet. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Charles. Merci beaucoup, Émilie, pour ta charmante présentation. Beaucoup de choses ont été dites à mon sujet. Donc, effectivement, oui, je suis étudiant, je suis coordonnateur étudiant socialiste UQAM, puis membre d'Alternative socialiste. Et bien évidemment, je vous remercie d'être présente et présent. Donc, attachez bien votre sucre avec de la broche parce qu'en fait, le train va partir, puis on ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir en matière de la Commune de Paris, c'est que c'est la première tentative dans l'histoire d'un gouvernement ouvrier. Et comme l'écrivait Marx dans sa guerre civile en France, eh bien, la Commune de Paris, c'est quoi? Eh bien, c'est l'antithèse du Second Empire, c'est-à-dire l'antithèse d'un régime impérial. Et je pense que même encore aujourd'hui, du haut de notre 21e siècle, on peut même affirmer que la Commune de Paris, c'était l'antithèse d'une société bourgeoise, de la société capitaliste. Rappelons aussi qu'Engels nous disait que si nous voulions savoir ce que c'était ou à quoi ressemblerait la dictature démocratique du prolétariat, eh bien, il suffisait de regarder à la Commune de Paris ce qu'elle a pu faire. La Commune, en deux mots, qu'est-ce qu'elle a souhaité? Bien, elle a voulu, oui, dans un premier temps, supprimer et même à jamais la monarchie, mais ce qui la différencie finalement des révolutions précédentes, c'est qu'elle a voulu mettre fin aux antagonismes de classe, c'est-à-dire bâtir une société égalitaire, bâtir une société de classe. Marx écrit à ce propos que finalement, malgré tout ce qu'elle a pu faire la Commune en si peu de temps, mais la grande mesure finalement de la Commune de Paris, eh bien, ça a été sa propre existence, son propre fonctionnement. Eh bien, l'expérience de la Commune aussi a également eu un impact sur la théorie de Marx et Engels, bien évidemment. C'est-à-dire qu'ils ont dû, à la vue de ce qui s'est déroulé sous leurs yeux, modifier un aspect important, qui était d'ailleurs déjà écrit dans le manifeste du Parti communiste depuis 1848, c'est-à-dire que désormais,
il ne suffisait plus de prendre l'État et de l'administrer tel quel, mais bel et bien de le prendre et de le briser. Pourquoi le briser? C'est-à-dire qu'il fallait briser l'appareil d'État bureaucratique et l'appareil d'État militaire. Mais pas pour le remplacer par rien, mais bel et bien pour créer une nouvelle forme d'État, un État révolutionnaire, basé sur les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Et comme je viens de le mentionner, c'est à la vue, notamment de l'expérience de la commune, qu'ils ont réalisé ce point-là. Comme Émilie l'a bien dit, on va s'attarder notamment aussi au rôle qu'ont tenu les femmes pendant la Commune de Paris. Et donc, à ce niveau-là, quand je parle des femmes pendant mon exposé des communes de Paris, c'est précisément des femmes de la classe ouvrière. Si certains hommes, même peut-être une bonne majorité des hommes, ont été très ambigus face à l'émancipation des femmes, à leur accorder le droit de vote, il n'en demeure pas moins que les femmes ont su s'organiser à la base avec leur comité, leur fédération, etc., etc. On va y revenir là-dessus. Elles étaient notamment aux barricades, mais plus que ça, elles étaient aussi du combat politique et ont participé au processus révolutionnaire. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'espère réussir à vous plonger et à vous convaincre qu'il y a encore des choses actuelles à tirer de la Commune de Paris. Donc, parlons du contexte. Eh bien, comme bien des révolutions, le contexte de la Commune qui va mener à la Commune de Paris, eh bien, c'est la guerre et puis les déclins économiques. Nous sommes donc sous le Second Empire, dirigé par Napoléon III. Et puis, dans les années 1860, c'est ça, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a des déclins économiques, mais aussi un essor du capitalisme. Et ça se fait ressentir chez les masses du peuple français. C'est-à-dire qu'on va vivre en France, dans les années 1860, une vague de grève. Et ce n'est pas anodin, ni un hasard, si l'Association internationale des travailleurs, c'est la première internationale, s'implante en France en 1865. Ce qui va faire dire notamment aux historiens qui sont spécialisés dans la question du mouvement ouvrier, comme Michel Cordiot, que le rôle dans les années 1860 jusqu'à la Commune de l'Internationale, ça va avoir été de participer à remettre sur pied le mouvement ouvrier organisé, pas sur des bases anciennes, mais sur des bases modernes. Et donc, l'Internationale va participer à ces mouvements de grève, et là où elle est implantée, où il y a des grèves, elle tente de participer à l'action de la classe et à l'organiser. Et du côté des élites, qu'est-ce qui se passe dans ces années-là? Bien, il faut savoir, comme je l'ai mentionné, c'est Napoléon III qui est à la tête, c'est un régime impérial, mais si on veut parler un langage plutôt contemporain, sa cote de popularité est en baisse. Il y a un plébiscite dans les années 1860 et à Paris, théâtre des opérations de la Commune, eh bien, 80% des Français s'expriment en faveur de la chute de Napoléon et en faveur de la République. Et donc, pour remédier à ça, il se propose deux choses. Dans un premier temps, une certaine libéralisation du régime, bien que le régime va rester autoritaire jusqu'à la fin, et puis la guerre. Commençons avec la question de la libéralisation. C'est-à-dire que Napoléon Bonaparte III, en fait, c'est ça, il est pris avec des mouvements de grève. Donc, il va se proposer en 1864 de tolérer les organisations ouvrières, de tolérer un droit de grève. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'Internationale va s'implanter. Et dans un second temps, pour lui, son équation, c'est de dire, ah, je vais proposer une guerre, puis ça, c'est bon, ça va me redonner de la popularité. Et il faut que j'amène quand même des preuves de ce que j'avance. C'est-à-dire que Napoléon, c'est ça, il libéralise, mais aussi il est en faveur du capitalisme. C'est peut-être un des premiers empereurs à utiliser l'État pour favoriser le triomphe du capitalisme. 3 exemples. Peut-être même 4. Donc, sous son règne, plusieurs banques vont voir le jour, plusieurs sociétés de crédit vont voir le jour, et même, il investit massivement de l'argent de l'État dans la continuité de la construction des chemins de fer. Et pas seulement en France, mais aussi en Algérie. L'Algérie est occupée depuis 1830, et pourquoi Napoléon souhaite à ce point mettre de l'argent finalement dans le chemin de fer, c'est pas pour que vous et moi, c'est-à-dire les travailleuses et travailleurs, puissent partir profiter des beaux paysages de la France puis des plages. C'est surtout pour que les matières premières puissent être acheminées à bon port vers l'industrie capitaliste et que les produits de la manufacture et de l'industrie puissent circuler. Donc, c'est en faveur d'un marché national, en faveur d'un marché de plus en plus européen qui fait ces mesures-là. 4e exemple, eh bien, peut-être que vous
vous êtes déjà allé à Paris, vous imaginez les beaux boulevards, les beaux quartiers, etc. Eh bien, c'est sous le règne de Napoléon III que ce beau Paris bourgeois va se mettre en place. Pourquoi? Dans les années 1860, eh bien, il y a le baron Haussmann, qui est aussi le préfet, donc l'autorité à Paris, et il décide de moderniser la France. Mais qui dit modernisation? Et je pense que déjà là, il y a une première actualité avec nous aujourd'hui, c'est que qui dit modernisation, dit embourgeoisement, dit donc qu'on repousse la ceinture de pauvreté. Historiquement, les masses pauvres, les masses laborieuses sont au centre, au cœur de Paris. Hein? Mais avec les rénovations, on pousse de plus en plus vers ce qu'on appelle aujourd'hui les banlieues, les masses laborieuses, de telle sorte à ce qu'on détruit des rues pour faire des beaux grands boulevards, on détruit des quartiers, des faubourgs pour faire des beaux appartements, etc., etc. Mais aussi, au point de vue des dynamiques capitalistes, qu'est-ce que ça fait? C'est que les notables, notamment qui vivent, par exemple, à Lyon ou à Bordeaux, vont pouvoir s'adonner à la spéculation immobilière à Paris. Donc, c'est ça le contexte parisien, le contexte un peu de la France en 1860 et à la veille de la Commune de Paris. Le deuxième point que j'avais justement parlé, c'est la fameuse guerre. Pourquoi Napoléon, en 1870, en juillet 1870, il se lance dans une guerre? Pour deux raisons. De un, une guerre pour n'importe quel régime, que ce soit aristocratique ou bourgeois, une guerre, ça brise le mouvement ouvrier. C'est une diversion. Et dans un second temps, il ne faut pas oublier, justement, c'est un empire, c'est un Bonaparte. Et que veut Napoléon Bonaparte III? Eh bien, c'est de reconstruire les frontières du Premier Empire, c'est-à-dire de Napoléon Ier, c'est-à-dire une Europe sous la gouverne de la France. Et de l'autre côté du Rhin, ce qu'on appelle l'Allemagne aujourd'hui, eh bien, il y a une classe bourgeoise et une certaine partie de l'aristocratie qui veulent réaliser l'unité allemande, c'est-à-dire une unité territoriale, économique, politique. Et ça peut vachement freiner les ambitions du Second Empire et de Napoléon. Et donc, il se lance en guerre. Mais pour lui, c'est totalement un désastre militaire. Juillet, août et début septembre, défaite française et Napoléon III doit abdiquer. Et le 4 septembre, à Paris, une foule de gens de Paris envahissent le Palais Bourbon où siégeait le gouvernement exécutif, les menace en disant « Nous voulons la République ». Et chose est entendue, le 4 septembre 1870, la Troisième République française est proclamée. Sauf qu'il ne faut pas trop se réjouir tout de suite parce que qui va aller à la tête de cette nouvelle République française, surtout en temps de guerre? Eh bien, c'est un gouvernement dit de la défense nationale, mais c'est essentiellement un gouvernement bourgeois. Et pire encore, c'est que ce gouvernement a fait des belles paroles en disant « Nous allons réorganiser les militaires, nous allons faire en sorte que les armées prussiennes ou, si vous voulez, allemandes quittent le territoire français, nous allons obtenir la victoire. » Mais en réalité, ils passaient beaucoup plus leur temps à chercher une paix honorable avec Bismarck, qui est l'homme fort de la Prusse. Et surtout, déjà, Paris s'insurge. Paris est offusqué de ce siège qui se met, de cette capitulation des autorités françaises. À juste titre, pour donner un exemple, la Garde nationale commence à critiquer l'armée, commence à critiquer leurs supérieurs. Donc, la Garde nationale, c'est-à-dire, c'est de plus en plus une opposition armée et donc, c'est risqué pour les notables, pour les aristocrates, pour la belle et bonne bourgeoisie, de risquer une France révolutionnaire. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour eux. En janvier 1871, eh bien, le gouvernement signe avec Bismarck la paix. Le peuple de Paris voit ça comme une trahison et va commencer de plus en plus aussi à dénoncer cette trahison. Il faut bien imaginer que c'est supposé être un gouvernement républicain et donc assurer la souveraineté du peuple et on se rend compte que finalement, eux, ils acceptent la paix avec l'occupant. Donc, c'est un siège à Paris et aussi c'est un hiver. Et les historiens nous disent que cet hiver-là était particulièrement froid. Donc, vous pouvez imaginer que l'approvisionnement de Paris est extrêmement difficile. C'est plus, je pense, de 14 000 obus pendant l'hiver qui vont être tirés sur le peuple de Paris. Parce qu'on leur dit, c'est bon, on va les décourager, on va tirer dessus, ils vont se rendre. Eh bien non, ils ne sont pas fous. Eux, finalement, ça galvanise, ça creuse les antagonismes de classe.
Et qu'est-ce que ça représente finalement? Qu'est-ce que peut tirer de la paix les élites? Eh bien, ils peuvent concentrer leur énergie contre Paris, car Paris qui tente de convaincre la France qu'il faut absolument en finir avec ce gouvernement qui a trahi, il faut en finir avec ces gens qui nous occupent. En février 1871, il y a une élection qui crée une nouvelle Assemblée nationale en France, mais surtout qui crée un gouvernement à la tête mené par Adolphe Thiers, le bourreau de la commune, quoi. Et cette Assemblée, on est en République, mais elle ne voit pas des républicains à la tête de cette France-là. C'est des monarchistes, c'est des réactionnaires qui sont élus. Pourquoi? Parce que la classe dominante a mené une propagande de peur en disant, voyez, Paris, bon, c'est des irresponsables, etc., etc. Donc, il faut absolument en finir avec Paris. L'Assemblée menace les gardes nationaux de suspendre leurs soldes et demande à Paris de payer leurs loyers et leurs dettes immédiatement. Mais si vous m'avez un peu suivi, on est en siège, c'est l'hiver, les patrons ont donc fui. Alors, il y a une masse de travailleuses et de travailleurs qui se retrouvent sans emploi et qui ne pourront pas retrouver d'emploi. Donc, pour une majorité de Parisiennes et de Parisiens, c'est impossible de réaliser cette attente-là parce que, justement, la France doit payer des indemnisations au régime de Bismarck. Ce qui nous amène à cette fameuse date du 18 mars dont parlait Émilie. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est un jour thématique. Nous sommes le 18 mars. Nous sommes donc à 150 années depuis la Commune de Paris. Mais qu'est-ce qui se passe ce fameux 18 mars? Adolphe Thiers, le leader du gouvernement, lance des troupes pour récupérer les canons de la garde nationale à Belleville et puis à Montmartre. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au matin, les femmes se réveillent, elles vont chercher du pain, celles qui ont un travail se lèvent pour aller travailler, mais aussi les gardes nationaux réalisent que, hey, on est en train de tenter de nous enlever les canons. Le tocsin sonne, la ville s'insurge, et puis la foule va voir les troupes en leur disant citoyens, soldats, ne tirez pas, n'écoutez pas. Et ça fonctionne. Les soldats, il faut savoir qu'ils avaient faim, eux aussi. Ils en avaient marre aussi de leur hiérarchie. Et qu'est-ce qui arrive lorsque le général Lecomte leur dit tirez, faites feu sur la foule? Eh bien, c'est crosse en l'air. Le hasard a fonctionné. Il y a une fraternisation entre la garde nationale, la foule composée essentiellement de femmes et puis les soldats. Et d'ailleurs, le général Thomas et le général Lecomte, qui étaient à la tête des opérations, vont être fusillés. Donc, c'est ce qui se passe le fameux 18 mars 1871. C'est cet événement-là qui va amener à la Commune. Et plus encore, c'est que le gouvernement de Thiers et ses troupes doivent fuir Paris. Et où ils vont aller se réfugier? Ça, c'est quand même un bon calcul de leur part, mais à Versailles, on se souvient que les femmes, lors des événements de 1789, le 5 et le 6 octobre, étaient allées sur Versailles en disant « Nous voulons du pain, mais surtout, nous voulons que le roi retourne à Paris. » Et la Révolution avait fait en sorte que le roi allait, l'autorité, le gouvernement était à Paris. Eh bien, lui, Adolphe Thiers, il trouve, donc, probablement très baveux, hein, il retourne à Versailles et s'installe. Mais il faut déjà noter qu'il y avait une discussion cette journée-là, qu'on a vu que Thiers et les armées fuyaient. Faut-il, oui ou non, se lancer à la poursuite des troupes et du gouvernement qui court vers Versailles? Marx, notamment, qui était très bien au fait, dit dans sa guerre civile, effectivement, c'était une erreur de ne pas concevoir la question militaire et de se lancer contre Thiers et le gouvernement et les armées, parce que ça aurait pu les neutraliser. Et neutraliser, ça leur voulait dire briser l'appareil bureaucratique de la bourgeoisie, briser l'appareil militaire. Et ce n'est pas Marx qui a décidé ça dans un coin. Notamment Louise Michel, la grande héroïne, avait déjà cette position-là, et bien des membres de la Garde nationale aussi. Mais, et là je vais parler de Lénine et de Trotsky, qui sont des commentateurs, ce ne sont pas des contemporains, mais des commentateurs, des gens qui étaient très au fait de ce qui se passait, disaient, ben oui, tout le long de la Commune de Paris, la question militaire a été mal envisagée et il aurait fallu se lancer contre les autorités. La confusion, avant de continuer, excusez-moi, mais la Garde nationale va se fédérer au sein du comité central de la Garde nationale. Et ce comité cherche
finalement à remettre son pouvoir à une entité légitime. J'y reviens dans quelques instants. Mais donc, qu'est-ce qui se passe en l'absence d'une direction révolutionnaire, d'un parti révolutionnaire bien structuré, bien discipliné? Bien, c'est que c'est la confusion et l'inexpérience qui gagnent ce comité central qui se retrouve à être la seule organisation à pouvoir administrer Paris depuis que Thiers a quitté. Bien, c'est ça. Elle est gagnée par l'inaction et puis elle s'assoit un peu sur ses lauriers. Trotsky écrit dans son pamphlet Le bolchevisme contre le stalinisme dans sa section sur la Commune que le comité de la garde nationale avait besoin d'être dirigé. Elle devait être dirigée par une organisation de cadres révolutionnaires représentant pas seulement les intérêts du prolétariat, mais aussi l'expérience accumulée à travers l'histoire du prolétariat. Et donc aussi, le comité, finalement, ne voulait pas assumer ses responsabilités politiques, comme je l'ai mentionné, cherchait à remettre son pouvoir. Elle entre en négociation avec les arrondissements de Paris, chose qui a permis notamment au gouvernement et aux forces armées à Versailles de se réorganiser. Et comme vous le savez peut-être, à partir d'avril et jusqu'à mai, eh bien, les forces du gouvernement français vont reprendre Paris de plus en plus jusqu'au massacre de la Semaine sanglante. Mais n'en demeure pas moins que le comité central de la garde nationale va administrer Paris provisoirement du 18 jusqu'au 26 mars, 26 mars étant le résultat des élections qui vont proclamer la Commune. C'est quand même pas rien. Et donc, c'est ça, le 26 mars, la Commune de Paris est officiellement officialisée, et donc, c'est-à-dire qu'il y a une dualité des pouvoirs. Il y a un pouvoir à Versailles, réactionnaire capitaliste, qui veut rétablir l'ordre, et on a un pouvoir révolutionnaire à Paris qui veut en finir avec la misère, qui veut en finir avec l'exploitation. Ce qui m'amène à parler un peu plus en soi du phénomène de la Commune. Donc, dès lors, les représentants de la Commune sont élus au suffrage universel masculin, chose importante à préciser, et ils peuvent aussi révoquer ces représentants-là à tout moment. En plus, les députés et les fonctionnaires vont gagner un salaire moyen de travailleur. C'est pas rien. Marx précise que les gens qu'on retrouve à la Commune, eh bien, ce sont soit de vrais travailleurs, soit des représentants reconnus de la classe ouvrière. Et j'ajoute à cela le grand historien de la Commune, Prosper Olivier Lissaccaré, je cite, « Le scrutin avait donné 16 maires ou adjoints libéraux, quelques irréconciliables, c'est-à-dire des intransigeants républicains, et 72 révolutionnaires de tout bois. » Il ajoute plus tard, « Mais il n'était pas de séance où il n'y avait pas 3 ou 4 démissions. » Il faut comprendre dans cette citation-là que, oui, c'est enthousiasmant, mais en même temps, l'absence de parti organisé pour la classe fait qu'à chaque séance, il y a des démissions en bloc de 3 ou 4 membres. Donc, entre mars et fin mai, il y a un changement personnel constamment. Donc, les gens qui héritent des dossiers ne sont jamais au fait réellement de ce qui se passe. Il y a une confusion qui règne parmi la direction. En ce qui a trait à l'international, eh bien, dans cette foulée d'événements électoraux, eh bien, elle fera élire 32 représentants sur 92 à peu près. Donc, l'international est minoritaire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne joue pas un rôle, qu'elle ne joue pas un rôle important. Elle joue sur 3 tableaux. Le premier, comme vous pouvez le constater, c'est l'Assemblée de la Commune. Le deuxième tableau, eh bien, c'est l'action militante de la base, les clubs politiques, l'organisation ouvrière. Et le troisième point, le troisième tableau, c'est la garde nationale. Les historiennes et historiens estiment à peu près un quart et plus que les membres de la garde nationale, c'est-à-dire cadres comme simple garde nationale, étaient membres cotisants de l'international. Donc, c'est quand même pas rien. En ce qui a trait, pour revenir un peu plus à la Commune, bien, les partisans de la Commune affirment que, aux côtés du drapeau tricolore, il faut ajouter le drapeau rouge. Et donc, la Commune devient la République mondiale du travail. Un appel à l'internationalisme. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que cette bonne vieille tradition républicaine et socialiste va reconnaître la citoyenneté aux étrangers. Au niveau des courants politiques, eh bien, c'est principalement des Jacobins, des partisans de Louis-Auguste Blanqui et puis les idées de Joseph Proudhon qu'on retrouve. C'est-à-dire que les collectivistes et les marxistes sont assez minoritaires finalement dans les événements de la Commune.
Et qui est Louis-Auguste Blanqui? Eh bien, Blanqui, c'est quand même une grande figure, on peut le critiquer, mais c'est une grande figure de la Révolution. Il était là en 1830, en 1848, et il est là aussi à la Commune. Il est surnommé l'enfermé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il tente une insurrection, il est arrêté, mais aussi on le surnomme l'araignée. Pourquoi l'araignée? C'est que Blanqui croyait à un petit nombre de révolutionnaires clandestins organisés en société secrète qui allaient préparer l'insurrection et qui, par un bon jour, allaient se révéler, en ayant préparé un peu les masses quand même, se révéler et assurer une dictature de transition vers une société nouvelle. Ça a des limites quand même. Et puis, il y a aussi Proudhon, comme j'ai mentionné. Proudhon est quand même mort depuis 1865, il faut le mentionner, mais Proudhon, essentiellement il croit qu'on peut atteindre le socialisme à travers la réforme du capitalisme et à travers la propriété privée. Pendant longtemps, on entend souvent des gens dire « Ouais, Proudhon, c'est quand même le mec qui dit la propriété, c'est le vol. » Oui, mais Proudhon croit que le vol, c'est de la grande propriété et non pas de la propriété en soi. Et le reproche que faisait Marx à Proudhon, c'est « Mais de quelle propriété parlez-vous, mon cher Proudhon? » Et c'est là que Marx va développer sa théorie de la propriété privée capitaliste. Et Proudhon aussi refusait l'idéal révolutionnaire, c'est-à-dire il ne concevait pas que le prolétariat devait, à un certain moment dans un phénomène révolutionnaire, s'armer pour se défendre, pour défendre son programme de classe. Il ne comprenait pas non plus le rôle historique du prolétariat dans l'abolition du régime de propriété bourgeois et capitaliste. Mais n'en demeure pas moins, comme je l'ai mentionné au moins 2-3 fois depuis, les marxistes ne sont pas majoritaires dans le mouvement prolétariat. Et pour terminer sur un peu la Commune, qu'est-ce qui se passe au niveau de la base militante? Parce qu'il faut un peu quand même d'enthousiasme et pas seulement des critiques, mais c'est quoi cet enthousiasme-là et cette dynamisme révolutionnaire? Bien, c'est des clubs politiques, c'est des chambres syndicales, c'est des fédérations, notamment une fédération d'artistes avec le grand Gustave Courbet. C'est pas rien quand même. Il y a aussi une émancipation de la parole à travers les journaux révolutionnaires. C'est ce que la Commune a représenté en 72 jours, c'est pas rien. Et parlant de 72 jours, ça m'amène à parler des réformes et des décrets de la Commune qu'ils ont tenté de mettre en place à travers cette courte période. Et donc, malgré la confusion qui règne dans la direction de la Commune, plusieurs réformes politiques, sociales et économiques vont être mises en place et décrétées. Avant de continuer, si on cherche la légitimité, je crois que Lénine a très bien résumé d'où tirait cette légitimité de la Commune. Il écrit dans un texte qui s'appelle « Dualité des pouvoirs ». 1. La source du pouvoir n'est pas la loi, mais l'initiative des masses populaires. 2. La police et l'armée, institutions séparées du peuple et opposées au peuple, sont remplacées par l'armement direct du peuple. Et 3. Le corps des fonctionnaires, la bureaucratie sont eux aussi remplacés par le pouvoir direct du peuple. Et il avait très bien compris que, oui, une des premières mesures que prend la Commune, c'est l'abolition de l'armée régulière remplacée par les travailleurs citoyens en armes, c'est-à-dire la garde nationale. Marx aussi mentionne dans sa guerre civile que la police, les fonctionnaires sont devenus de véritables instruments de la Commune, leur donnant un caractère de classe. Et maintenant, permettez-moi de faire une énumération des grandes mesures de la Commune, mis à part ce que je viens de dire. Eh bien, abolition du travail de nuit pour les femmes, les enfants et les boulangers. Les ateliers et les usines abandonnées par leurs propriétaires sont repris par des associations de travailleurs sous forme de sociétés coopératives. Et cette mesure-là est notamment à l'initiative des femmes. Je vais en reparler dans quelques instants. Il y a aussi les loyers vacants qui sont repris par la Commune pour loger les travailleurs les plus pauvres, les sans-abri. Les loyers et les dettes sont suspendus et remis à plus tard. La séparation de l'Église et de l'État a été proclamée afin de briser l'outil spirituel d'oppression et le pouvoir des prêtres selon les mots de Marx. Et dans cet esprit de laïcisation, que demandent les femmes? Eh bien, elles veulent qu'on sorte de l'éducation, des prisons, des œuvres de bienfaisance et des postes dans les soins, notamment les ambulancières. On veut qu'on sorte le personnel religieux, donc les religieuses. Pourquoi? Pour les remplacer par des femmes de la classe ouvrière. La Commune décrète aussi l'enseignement gratuit, public, obligatoire pour jeunes filles et jeunes femmes, jeunes filles et jeunes hommes. Et d'ailleurs, les parents aussi sont invités à aller à l'école. C'est quand même quelque chose.
Et n'oublions pas que l'égalité salariale est décrétée. De plus, la vision démocratique des travailleuses et des travailleurs révolutionnaires envisageait l'élection des fonctionnaires et de la direction des entreprises. Il y a aussi d'autres symboles. On a eu récemment les fameux débats sur est-ce qu'on doit abattre les fameuses statues de tel ou tel personnage. Eh bien, on brûle la guillotine lors de la Commune de Paris. À l'initiative du grand Gustave Courbet et d'autres, on détruit la colonne Vendôme qui avait été érigée par les Bonaparte pour représenter la suprématie de la France en Europe, pour couronner finalement le régime impérial. Eh bien, on l'a détruit, cette colonne. Mais cependant, il y a des limites aussi à ce projet révolutionnaire-là. C'est-à-dire qu'ils ont laissé la propriété privée capitaliste intacte. On n'a pas nationalisé les moyens de production et on n'a pas nationalisé la Banque centrale. Donc, la sphère financière, le cœur du système, a été relativement peu touchée. Et toutes ces mesures que je vous ai mentionnées, eh bien, c'est ça. Elles ont été prises en 72 jours. C'est quand même pas rien. Il faut s'imaginer aussi que c'est dans une période, comme je le mentionnais, de siège, où le gouvernement nous attaque constamment. Et c'est donc extrêmement difficile de pouvoir, comment je vous dirais ça, pouvoir prendre toutes ces considérations-là et d'appliquer tous ces décrets-là. Parce qu'il faut organiser aussi la question militaire et qui est, entre vous et moi, un bordel. Mais la Commune a quand même réussi à négocier le réapprovisionnement de Paris, ce qui est quand même pas rien. Ce qui m'amène à parler peut-être ce que vous attendez depuis longtemps, la question du rôle des femmes dans la Commune de Paris. Les femmes, depuis septembre 1870, c'est-à-dire depuis la proclamation de la République, depuis la défaite française, elles sont de toutes les manifestations. Que ce soit pour dénoncer la modération du gouvernement et l'attitude défaitiste du gouvernement, ou pour aller de l'avant en matière de réalité matérielle, elles sont là. Mais, comme je l'ai mentionné en introduction, beaucoup d'hommes, les Jacobins comme les Proudhoniens, qui sont historiquement assez misogynes et qui ont cherché à exclure les femmes, restent sourds. Et donc, le droit de vote n'est pas prioritaire pour ces hommes-là, n'est pas reconnu. Mais ça n'empêche pas que les femmes vont s'organiser autrement. En revanche, si on cherche du côté des historiennes et des historiens qui ont travaillé là-dessus, comme Marissa Linton, qui est une historienne britannique, qui est spécialiste des révolutions françaises, elle nous dit il faut quand même saluer le travail des marxistes. Bien que minoritaires, c'était les seuls qui avaient réellement envie d'aller parler aux femmes sur une base de classe, avec un programme relativement identifiable. On pense à Benoît Malon, Eugène Varlin, Léo Frankel, qui sont tous des élus de la Commune. Mais c'est quoi être femme, justement, à cette époque-là? Bien, comme aujourd'hui, c'est de gagner un salaire moins que les hommes. À cette époque-là, c'est 50% de moins. Si vous aviez du travail, puisque le travail pour les femmes n'est pas reconnu. Il n'était pas rare non plus que des femmes d'ouvriers décédés, par exemple, devaient se présenter au boulot en suppliant leur patron une permission spéciale pour que leur enfant ou leur père ou leur mère ou tout ça puissent pouvoir rester dans l'établissement de telle sorte à ce qu'elles puissent garder un œil sur ces personnes-là. Et ce n'est pas non plus rare que des femmes, dès un très jeune âge, doivent s'adonner à la prostitution ou aller supplier leur patron pour une permission de congé, d'augmentation de salaire, ne serait-ce que pour obtenir un travail ou même pour ne pas perdre leur travail. Et vous savez peut-être comment ça finit. Souvent, le patron les viole. C'est ça, la condition femme dans ces époques-là. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ces femmes-là vont participer et prennent à cœur ce qui se passe sous leurs yeux. Donc, manifestement, les femmes sont là dans tout le processus révolutionnaire. Et pour avoir lu un historien comme Eugène Schulkin, qui est peut-être un des très grands historiens qui a travaillé les sources primaires de la Commune de Paris, il nous dit, l'activité militante des femmes était essentiellement révolutionnaire et prolétarien. Et à défaut d'avoir eu des représentantes à la Commune, elles vont se tourner vers la base militante. Et avant de continuer là-dessus,
j'aimerais quand même citer 4 exemples de grandes femmes révolutionnaires de la commune. Notamment, on peut penser à Victoire Léodile Béra, plus connue sous le nom d'André Léo. Elle est entre autres écrivaine. Pendant la commune, elle fonde le journal La Sociale. Elle est membre fondatrice de l'Union des femmes pour la défense de Paris, dont je vais reparler un peu plus bas. Elle connaît notamment très bien le milieu rural et elle va se charger d'envoyer des adresses à la paysannerie française. Notons que 65% de la France est paysanne, bien pour qu'ils se joignent à l'idéal révolutionnaire. Élisabeth Dmitriev, une femme de l'aristocratie russe qui abandonne sa vie d'aristocrate pour se tourner vers l'idéal révolutionnaire. Elle rencontre Marx, elle adhère à l'Internationale et à la demande de Marx et va à la Commune de Paris comme déléguée de l'Internationale. Comme André Léo, elle est aussi membre fondatrice de l'Union et ces 2 femmes-là, on les retrouve notamment aux barricades. Louise Michel, la grande Louise Michel. À elle seule, il faudrait faire un meeting public. Elle mérite tout notre respect. Mais quand même, institutrice, romancière, poète, dramaturge, partout où elle passe, elle impulse le dynamisme et l'enthousiasme révolutionnaire. Elle se préoccupe de tout, de littérature, d'éducation, de défense. Elle aussi, elle est membre de l'Union des femmes. Et elle aussi, elle est aux barricades. Et pour terminer, un 4e exemple, Nathalie Lemel, qui avec Eugène Varlin, les 2 sont membres de l'Internationale, sont à l'origine du syndicat des ouvrières, ouvriers des reliures dans les années fin 50, si je ne m'abuse. Et dans les années 1860, vont ouvrir la société coopérative de restauration populaire qu'on appelle la Marmite, où les chômeurs, chômeuses, les travailleuses, travailleurs peuvent aller manger à moindre coût, voire gratuitement, mais surtout où les idéaux républicains et socialistes sont débattus, discutés. On la retrouve aux barricades, elle aussi. Mais qu'est-ce qu'ont revendiqué les femmes? Mais les femmes de la classe ouvrière ont eu des revendications telles que l'éducation publique pour les jeunes filles, la reconnaissance du droit de travail, bien sûr. Elles ont aussi exigé de bons salaires pour les hommes et pour les femmes, mais aussi l'égalité salariale et des protections sociales qui étaient quasiment inexistantes. Elles vont obtenir certains gains de cause, comme par exemple les femmes qui auraient mis au monde des enfants illégitimes. Bien, ces femmes-là sont reconnues par la commune et leurs enfants aussi qui acquièrent des droits égaux aux enfants légitimes. Tout ce qui concerne finalement l'égalité politique et économique, sociale est revendiqué par ces femmes-là. Et ultimement, la fin de l'exploitation, la fin des antagonismes de classe et des privilèges. Et comme je l'ai mentionné, l'exemple classique de la commune, de l'implication des femmes, c'est l'Union des femmes pour la défense de Paris qui se crée en avril 1871. Et cette union des femmes revendiquait le socialisme, l'émancipation des femmes, les idéaux républicains. Cette union organisa des réunions publiques, recrutait des cantinières, des ambulancières, des vivandières et même mettait sur pied des bataillons de femmes au cas où il faudrait réellement davantage se défendre. Et dès sa création, l'Union des femmes affirme que les femmes sont les plus exploitées du monde du travail. Et donc, elles appellent à la transformation radicale de la société et à la réorganisation de notre travail. L'Union déclare... Oups. Excusez. Non, c'est correct. Il y a un partage d'écran qui se fait en ce moment. OK. Je vais continuer. J'en ai peut-être... correct. Je vais continuer, je m'emporte un peu, c'est bien long. Oui, donc, l'Union déclare « Nos ennemis, ce sont les privilégiés de l'ordre social actuel, tous ceux qui ont toujours vécu de nos sueurs, qui toujours se sont engraissés de notre misère. » Elle ajoute, cette union, ce vertige fratricide qui s'empare de la France, ce combat à mort, cet acte final de l'éternel antagonisme du droit et de la force, du travail et de l'exploitation, du peuple et de ses bourreaux. Donc, les militants de l'Union sont appelés à investir les clubs politiques. Et à défaut, c'est vrai, d'avoir un programme politique clair et même féministe clair, elles font un solide travail de propagande idéologique. Elles sont envoyées dans les clubs et elles ont surtout des comités dans chaque arrondissement. Et aussi, il faut dire, pour les femmes, à la vue des travaux de Shulkin, c'est que, peu importe leur affiliation, les femmes étaient essentiellement majoritaires dans les débats, dans les clubs politiques. C'est elles qui aussi étaient derrière à pousser
les commissions de la commune, à dire, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne faites rien? Je trouve que ça lambine. Elle est où la défense nationale, la défense de la Révolution, je voulais dire? C'est elles qui mettent le feu aux poudres, si vous voulez. Et bien aussi, lors des derniers combats, la semaine sanglante, elles font preuve d'héroïsme et de courage. Les chiffres de Benoît Malon et de Louise Michel dans leur histoire respective de la commune estiment à plus de 10 000 femmes aux barricades entre le 22 et le 28 mai. Leur participation est diverse. Elles apportent de la nourriture, de l'eau, elles aident les blessés, elles aident à recharger les fusils, sinon elles sont directement en armes aux barricades. Un exemple poignant. En pleine agonie du pouvoir révolutionnaire, 120 femmes se retranchent fusil à la main au pied de Montmartre pour s'opposer aux forces de l'ordre. Elles sont massacrées. Donc, les survivantes et les femmes qu'on suspectait d'être accoquinées à la commune ne seront pas épargnées par la répression. Ce qui m'amène à la fin de la commune et ensuite à ma conclusion. Donc, la commune, comme je l'ai mentionné, elle est prise avec Adolphe Thiers et ses forces qui, depuis avril, tentent de reprendre Paris. Et c'est une répression qui se fait de rue en rue, de quartier par quartier. On invente une nouvelle forme de guerre, c'est-à-dire qu'on rentre chez les gens sans leur demander rien, on brise les murs, on détruit les murs des jardins pour contourner les barricades. C'est donc, il faut s'imaginer Paris détruit. En matière de chiffres, bien, entre le 21 et le 28 mai, c'est entre 10 000 et 30 000 femmes, enfants, hommes assassinés par les troupes de M. Thiers. Les forces gouvernementales qui ont détruit Paris par le feu ont fait véritable carnage contre la population. 39 000 personnes vont être emprisonnées. 15 000 seront déportées en Nouvelle-Calédonie. Et aussi, il fallait bien trouver des responsables. On va accuser l'international. Mais comme je vous l'ai mentionné, l'international, elle est minoritaire. Mais elle est donc décrétée d'interdiction en France et partout en Europe, on va la pourchasser, ce qui explique son transfert de bureau de Londres vers New York. Conclusion, désolé d'avoir pris peut-être 2-3 minutes de plus. Donc, en conclusion, il faut comprendre que la commune a représenté un symbole puissant, extraordinaire pour la classe ouvrière et pour nous aujourd'hui. Ils ont commencé à mettre en place une première forme de dictature démocratique de notre classe contre celle des capitalistes. La commune décrète de nombreuses mesures qui servent non pas les intérêts de la classe bourgeoise et capitaliste, mais la classe ouvrière. De plus, l'expérience de la commune est un témoignage incroyable de l'implication des femmes dans le processus révolutionnaire, indépendamment de la montée de certains hommes à vouloir les exclure du processus. Toutefois, justement, encore aujourd'hui, les femmes doivent combattre les éléments les plus réactionnaires de la société. Et même des fois, ces éléments-là réactionnaires se trouvent dans nos propres rangs. Les femmes de la commune, toutefois, ne se sont pas arrêtées à vouloir libérer la moitié du genre humain, mais à libérer l'ensemble de la classe des travailleuses et des travailleurs. Il est donc d'autant plus nécessaire d'avoir un programme socialiste, féministe, clair, et pour lequel on n'a aucun complexe à l'assumer. Aucun complexe. Ou bien c'est eux, ou bien c'est nous. Il va falloir choisir. Et quand même bien aussi, certaines féministes voudraient nous dire qu'il faut frapper séparément les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et je dis, regardez la commune et vous verrez que c'est faux. Peut-être que si les hommes avaient voulu entendre un peu plus les femmes de la classe, il y aurait eu un peu plus de succès. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Mais il en demeure pour moi que le système n'est pas réformable et que la classe, elle a ses intérêts, qu'on soit homme ou femme. Donc, l'unité des femmes et des hommes de la classe est la seule unité qui peut garantir l'affranchissement universel des opprimés et de notre classe sociale, et aussi le renversement du capitalisme dans l'histoire. Nous sommes les héritières et les héritiers de ces grands et grands révolutionnaires, mais à condition qu'on s'organise. Ne nous laissons pas distraire par nos identités, ni même par nos religions, nos origines, nos langues. Ne nous laissons pas distraire par le chauvinisme, le nationalisme, le racisme de la classe dirigeante. La division ne peut que nous conduire à l'immobilisme, la désunion et renforcer le pouvoir d'en haut. De plus, malgré les limites de la commune, elle a quand même participé à interroger le discours marxiste, à le renouveler. Je rappelle ici les modifications de Marx et Engels. Il ne suffit plus de prendre l'État tel quel, mais d'avoir un État bien à nous, révolutionnaire. Et bien sûr, les critiques que Lénine et Trotsky dont j'ai soulevées
sur la nécessité d'un parti organisé, d'avoir une direction révolutionnaire, ce qui n'est pas contradictoire avec la démocratie. Elle est nécessaire. Un parti de classe sera toujours nécessaire. Nous sommes le nombre. Et toutes les mesures et réformes prises par la commune avec une telle direction auraient pu être appliquées avec une fermeté et surtout sans confusion. Vaut mieux une bonne discipline révolutionnaire que laisser la confusion gagner nos esprits et gagner la situation. Donc, le parti est important. Mais surtout, si je ne vous ai pas convaincu, qu'est-ce que nous dit la commune? Eh bien, qu'un autre monde est possible. Merci beaucoup, camarades, pour votre attention. Organisons-nous. Vive le socialisme international. Vive la République démocratique et sociale. Solidarité et nous vaincrons. J'inviterais donc Charles à faire le wrap-up de tout ça. Oui, merci encore là. Il y a tellement de choses pertinentes et intéressantes à dire. J'aimerais quand même, je vais prendre cette fois-ci par l'envers la question du fédéralisme. Bien entendu, ça c'est indéniable, camarade Alex, que l'idéal socialiste de l'époque, à l'époque de la Commune, que ce soit autant les blanquistes que les partisans de Proudhon, s'entendaient que l'unité, finalement, l'unité de base de la future République sociale et démocratique allait être la Commune. Bien évidemment, ça c'est indéniable. Personne, ça serait complètement nier l'histoire que d'affirmer le contraire. N'en demeure pas moins que j'ai toujours de la difficulté avec, parce que j'aimerais savoir ce que c'est que l'anarchisme. Est-ce que Proudhon est anarchiste? Je ne sais pas. Pour quelqu'un qui aime beaucoup la légalité, qui dit que la République est une anarchie positive, il va falloir qu'on m'explique un peu ce que c'est que l'anarchie, surtout qu'il ne remettait pas en cause la propriété et surtout qu'il pensait que le capitalisme pouvait être réformé. Alors, peut-être qu'un jour, on aurait cette conversation-là. Mais oui, effectivement, la citation qui parle du fédéralisme est tout à fait vraie. Après ça, est-ce que la négation de l'État, la négation de la patrie, moi, par exemple, là, je dois être totalement en désaccord. Parce que le premier réflexe qu'ont les communardes et les communards, ce n'est pas de détruire l'État. Ça, c'est le résultat vers lequel ils sont obligés d'aller. La première chose qu'ils cherchent à faire, c'est de trouver une légalité. Ce qu'ils veulent, c'est la République. Ils veulent sauver la République. C'est pas pour rien qu'en septembre, en janvier, en février et même en mars, on ne souhaite pas entrer en guerre civile. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est ça, il y a quand même une guerre civile. La Commune, c'est une guerre civile. On espère que la République va aspirer à être démocratique et sociale. Mais il n'est pas encore là la question de la négation de l'État, ni même de la patrie. Au contraire, si on lit le journal de Blanqui, son nom, c'est La patrie en danger. Les références qu'on a, c'est les sans-culottes et jacobins. Et Dieu sait que finalement, les sans-culottes et les jacobins, c'était essentiellement un patriotisme, beaucoup plus qu'un rapport de classe. Donc, ça, c'est plutôt l'analyse que j'en fais pour connaître un petit peu la question républicaine. Dans un second temps, Louise, très bonne question. 1848, pourquoi? Mais encore là, on pourrait faire une critique. D'ailleurs, Marx, Lénine le font. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le sentimentalisme patriotique de la petite bourgeoisie. Et qu'est-ce qui se passe en 1848? Eh bien, ce sont des révolutions bourgeoises. Bien entendu que partout, Pologne, Autriche-Hongrie, la France, en Allemagne, bien sûr que c'est extraordinaire ce qui se passe, mais c'est essentiellement la petite bourgeoisie libérale, tantôt républicaine, voire avec des tendances socialistes qui appelle et qui a le peuple derrière elle. Mais ce n'est pas une révolution proprement prolétarienne, alors qu'en 1871, justement, c'est qu'on s'attaque aux propriétaires. Pour une première fois, on dit, si on lit le programme de la Commune d'avril 1871, c'est contre la spéculation et contre la classe patronale. C'est les anarchistes, les proudhoniens, les blanquistes et puis les marxistes s'entendent au moins sur quelque chose, c'est que la classe patronale, elle va falloir qu'elle mange ses croûtes. C'est ça la différence entre 1848 et 1871. Et si en février 1848, le peuple à Paris, par exemple, pense être victorieux lors de la Révolution de 48, ben on sait qu'en juin, c'est la bourgeoisie qui envoie ses canons, qui envoie ses baïonnettes, les forces de l'ordre pour mater. Et si vous aimez la poésie, peut-être que vous aimez Alphonse Lamartine, mais Lamartine, c'est quand même un grand réactionnaire. C'est quand même lui, notamment, qui refuse le drapeau rouge en 1848. Donc, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel c'est. Ça ne veut pas dire que le printemps des peuples, parce que Louis, tu disais justement, c'est en Europe, oui, c'est ça, le printemps des peuples, ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable.
Au contraire, l'idéal démocratique aurait été un progrès en soi. Mais ce n'est pas à caractère prolétarien. Le potentiel de se répandre, pour répondre au camarade Simon-Pierre, ensuite j'irai vers David, c'est ça. Julien a mentionné qu'il y avait eu des tentatives, même avant, hein, je pense que c'est Marseille, je pense que c'est Marseille qui se proclame commune avant celle de Paris, mais c'est vrai que s'il y a une tentative de vouloir s'élargir, c'est pas nécessairement au sens internationaliste, marxiste ou bolchevique, c'est-à-dire qu'on n'envisage pas nécessairement une organisation qui se répandrait partout. On est peut-être plus dans le discours universaliste, peut-être dans le discours, on citait la carbonarie, peut-être justement de créer des liens, soit en envoyant des commissaires, mais on n'envisage pas nécessairement une révolution simultanée en Europe. On est plus préoccupé de est-ce que la commune va tenir et est-ce qu'on est capable de gagner la France. Habile transition pour parler de la question de David qui est quel est le lien avec la paysannerie, la classe ouvrière, puis comment on fait pour communiquer avec des gens lorsqu'on est en état de siège. Bien, je n'ai pas une réponse vraiment précise pour la question de la messagerie, je ne m'y connais vraiment pas, mais on peut s'imaginer que ça doit être assez similaire aux guerres de tranchées qu'on va voir en 14-18 ou après ça, c'est-à-dire qu'on a des gens qui se faufilent, qui réussissent à emprunter un habit peut-être de l'armée pour aller porter les journaux, tout ça. Donc, il y a comme quelque chose d'assez clandestin, quoi. Il y a quelque chose d'assez sublime et de merveilleux de se dire, hey, eux, il faut qu'ils passent à chaque jour Paris. Puis Paris, c'est pas le Paris d'aujourd'hui. Le Paris d'hier, c'est un Paris qui est fortifié. Hein? Je pense que nos camarades français peuvent peut-être plus en témoigner, mais c'est loin d'être le Paris ciel bleu. Déjà en Révolution française, la première, le ciel est jaune. Alors, il faut s'imaginer qu'à la fin, en 1871, le ciel doit être gris, avec toute l'industrie, toutes les cheminées, etc., etc. Et donc, le lien avec la paysannerie, ouais, c'est ambigu, la question de la paysannerie, parce que oui, il y a petite paysannerie, moyenne et grande paysannerie. La moyenne et la grande, elle, c'est clair, elle est réactionnaire, elle est catho et elle est surtout réactionnaire. En ce qui a trait à la petite paysannerie, c'est pas vrai, comme l'affirment certains manuels d'histoire ou certains historiens, qu'elle était elle aussi derrière les rangs de la réaction. Bien au contraire, elle adhérait au projet proudhonien, puisque c'est vrai, il faut leur donner du crédit aux proudhonistes. Ça répondait à cette question-là parce que la petite paysannerie, des fois, elle était propriétaire de certains engins de production. Et donc, des fois, même la paysannerie voyait mal, de mauvais œil, le discours marxiste qui lui disait qu'il était plutôt un collectiviste. Mais n'en demeure pas moins que la petite paysannerie aurait eu intérêt à entrer en contact davantage avec les révolutionnaires des communes. Parce qu'effectivement, il y a eu des communes avec celle de Paris et il y a eu des tentatives. Mais la réalité du siège, l'absence de démarche claire vers où on s'en va, il y a un idéal qui est la République mondiale du travail, la démocratie sociale, etc., certes, mais entre les deux, on ne sait pas comment y parvenir. Et dans la question de on ne sait pas comment y parvenir, c'est comment notamment gagner la classe rurale quand on est assiégé, quand les gens ont de la misère à mettre un petit peu d'ordre dans notre propre commune. Donc, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, ça va être ça. Donc, oui, camarade, merci beaucoup d'avoir participé pour ma part. Là, vraiment, wow, je dois avouer que je ne m'attendais pas à autant ça me rappelle les débats qu'on avait en 2012 lors de la crise étudiante. Tous les aspects sur la stratégie révolutionnaire à adopter, c'est quoi l'horizon, quelle marche à suivre. Ça, je pense que ça doit faire justement... Ça en fait 10 ans que je n'ai pas eu cette conversation-là, bien que je l'ai avec les camarades. Hein. Mais voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, on se dit à quoi à la prochaine, puis rejoignez Alternative Socialiste. Merci beaucoup, Charles. Merci encore une fois à tout le monde pour votre participation, pour vos interventions. C'était vraiment très constructif. Puis, pour les personnes qui sont à un événement d'Alternative Socialiste pour la première fois et même aux autres, vous avez vu là une partie de ce que nous faisons
à Alternatives socialistes. Donc, l'aspect, avec étudiants socialistes UQAM également, donc l'aspect formation. Donc, Louise, tu le mentionnais tout à l'heure, hein, c'est vraiment pas un pan de notre histoire qu'on apprend à l'école. Donc, c'est vraiment très, très, très pertinent d'avoir cet espace-là ce soir pour s'enrichir de ça. Et Charles, je veux juste revenir sur ce que tu as dit au tout début. Tu as mentionné le fait que pour être vraiment leader dans une crise ou dans un mouvement révolutionnaire ou même dans une lutte là, à plus petite échelle, tu as parlé de, oui, représenter le prolétariat, c'est-à-dire, oui, d'avoir en tête là, cette idée d'émancipation, en fait, de la classe ouvrière, mais tu as parlé aussi de porter l'expérience de la classe ouvrière et c'est un peu ce qu'on a fait ce soir. On a mis dans notre baluchon, en fait, des expériences du passé pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment absolument ça le but. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site Internet dans l'onglet audio-vidéo. Donc, vous pouvez avoir accès aux autres meetings publics qu'on a faits. Vous pouvez être même nostalgique et aller regarder les meetings publics qu'on faisait en vrai, en présentiel. Mais voilà, on a d'autres. Cet automne, on a fait une réunion publique sur la violence faite aux femmes dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On a fait aussi un meeting en octobre pour souligner justement le 50e d'octobre 70. On a fait un meeting sur Seattle. Donc, on a notre camarade Shama Sawant qui est au conseil municipal à Seattle. Donc, on a fait un meeting là-dessus. Bref, je vous invite vraiment à aller écouter notre matériel. Puis on a aussi, là, je vois que le chat se fait aller. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, merci Julien. Donc, on a également nos articles. Si vous voulez en savoir plus sur la question femmes, justement, la question LGBTQIA+, on a aussi un onglet sur notre site pour avoir accès directement à nos articles. Puis, évidemment, on vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ce merveilleux journal. Donc, un journal d'actualité qui paraît tous les mois, presque, on essaye. Donc, en l'occurrence, à peu près de 10 par année. Donc, ce sont vraiment des articles d'actualité qui sont écrits par les camarades d'Alternatives socialistes, donc par des travailleurs, des travailleuses, des étudiants, des étudiantes. Donc, un regard socialiste sur l'actualité, c'est bien rare qu'on a accès à ça. Donc, juste ici, vous avez donc, Julien partage le Google pour être en contact avec nous si vous voulez recevoir des informations. On est impliqué dans une campagne pour le logement, on est impliqué dans la campagne pour les soins. Oui, il y a ça, Louise. Pour les soins, donc dans santé, voilà, je cherchais le mot, avec les travailleurs et travailleuses de la santé. Donc, on fait beaucoup d'actions sur le terrain aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter si l'action vous intéresse aussi. Donc, voilà, je laisse un peu ça ouvert s'il y en a qui vous voulez jaser un peu, puis vous laissez le temps d'aller sur le chat récupérer les liens que Julien a laissés. Donc, merci encore, Charles. Merci tout le monde. Puis bonne fin de soirée. Nous vaincrons, dirait Charles.